Bonjour ou rebonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le matériel que je prends ou que je prendrai pour une recherche de signal. D'abord, pour faire une recherche Gonio, il faut une radio. Et selon ce que vous allez écouter, ce que vous allez veiller, ce que vous allez chercher, la radio ne sera pas forcément la même. C'est-à-dire que pour les balises maritimes, les balises fonctionnent souvent sur deux fréquences. Une fréquence UHF, une fréquence VHF. La fréquence UHF, ça va être du numérique, ça va être des trames très rapides, je crois que c'est de l'ordre de 70 millisecondes toutes les minutes, donc c'est très très rapide, c'est très furtif, et donc celle-là, on ne pourra pas la localiser. Néanmoins, on peut quand même, via différents systèmes de réception, les recevoir via des satellites. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo, donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être uniquement le signal analogique qui va être transmis sur la fréquence mondiale de détresse, qui est le 121.5 MHz en AM. Donc cette fréquence-là est utilisée à la fois pour les balises de détresse terrestres, puisqu'il y a certaines montres même maintenant qui en disposent, qui disposent d'un système de balises 121.5. Il y a également les balises maritimes, donc c'est des balises qui vont se déclencher automatiquement lorsque le navire va couler. En fait, elle va se décrocher, elle va flotter à la surface et elle va suivre en fait le courant pour être le plus possible proche des gens qui vont potentiellement être des naufragés, des hommes à la mer. Il va y avoir cette fréquence-là et également le 7.7 ou le canal 8.18, donc ça, il n'y a rien d'officiel autour de ça. Mais si jamais un jour, il y a un randonneur qui se perd sur le 7.7 ou même sur une autre fréquence, et qui parle, qui a le moyen de communiquer avec sa radio en analogique, et c'est le signal de sa voix, la transmission qu'il va faire avec sa radio, qu'on va essayer de localiser, de capter et d'identifier, de trouver, tout simplement. On peut également faire ça avec les radiosondes, c'est un très bon entraînement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher sur Internet. D'ailleurs, il y avait un veilleur qui avait fait une recherche de balises un peu pour simuler une recherche de randonneur. Et donc, c'est un super entraînement. Donc, tous les jours, oula, je suis désolé, il y a un voisin qui crie devant sa play. Et donc, en fait, tous les jours, Météo France va lâcher dans les airs des radiosondes. Donc, en fait, à intervalles réguliers, elles vont transmettre sur des fréquences bien précises. Ça a été défini à l'avance. Donc, il y a une dizaine de fréquences, je crois, en France, que vous pouvez scanner tout à fait légalement, que vous allez pouvoir écouter, voire décoder pour ceux qui seront équipés. Donc avec une simple clé SDR, vous pouvez le faire. Et donc, la balise va transmettre, l'émetteur, la radiosonde va transmettre sa localisation avec une position GPS, mais également alors je crois qu'ils s'appellent ça des données, c'est des données météorologiques, voilà, qui vont être transmises pour que Météo France puisse calculer la pression atmosphérique, les données météo du jour, etc. Et donc ces balises-là, en fait, elles vont être lâchées dans les airs, mais on ne sait jamais où est-ce qu'elles vont retomber. Donc les radioamateurs, pour les plus motivés d'entre eux, recherchent les balises les radiosondes et en fait font ce qu'on appelle grossièrement une chasse au renard, c'est-à-dire il y a un émetteur, il faut qu'on le localise et il faut qu'on le trouve. Et donc c'est un très bon entraînement. Et tous les jours, comme ça, peut-être qu'une radiosonde peut passer au-dessus de votre tête. Et ça va être à vous, par exemple, de vous entraîner en la localisant et en la trouvant. Donc bien sûr, si c'est dans un domaine privé, ne rentrez pas. Mais la plupart du temps, ça tombe dans les forêts. Et soit la radiosonde n'est pas endommagée, puisque le ballon éclate au bout d'un certain moment. C'est un ballon gonflé à l'hélium qui monte au-dessus d'une certaine altitude. Le ballon va éclater et va retomber. Donc c'est-à-dire que la balise va tomber d'un coup de plusieurs kilomètres de haut. Donc c'est des petites boîtes de polystyrène. Et en fait, elles vont tomber quelque part, donc c'est soit l'émetteur fonctionne et on va continuer à la chercher avec le signal qu'elle va retransmettre, soit la balise est cassée et là, il va falloir la rechercher un peu en visu. Et donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Donc il y a différentes fréquences sur lesquelles on va devoir éventuellement travailler. Donc pour ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que le matériel, le récepteur radio que vous allez utiliser, va devoir être adapté à ce que vous allez vouloir écouter et trouver, bien sûr. Donc moi, ce que je prends là actuellement, je vais vous montrer d'autres récepteurs.
Donc ce que je prends habituellement, c'est un petit Woksung. Un Woksung, donc ça, là c'est le KGUV 9DK je crois. Je sais pas si vous voyez bien, donc il y a le 121.5 de dispo dessus, donc il fait VHF, UHF, donc on peut tout autant capter des fréquences de sécurité en montagne, de randonneurs, de tout ce que vous voulez. Donc il fait VHF, UHF, AM, FM. Et il couvre la bande aéronautique, donc c'est un gros plus pour la recherche de balises de détresse en mer ou sur terre. Parce qu'il y a également les avions qui sont équipés de ces balises-là. Et voilà, si jamais il y a un crash, ces balises-là vont se déclencher et il va falloir les localiser pour localiser le lieu du crash. J'ai également le Kenwood, donc c'est le THF7 qui fait quasiment toutes les fréquences et tous les modes. Donc vous voyez que dessus il y a également le 121.5. Alors celui que j'ai quasiment tout le temps sur moi, ça va être le VX3, que vous connaissez sûrement déjà, qui couvre la bande aéronautique également. Donc c'est un super portatif avec un bar graphe qui va nous donner précisément le niveau du signal, qui va être super important pour localiser un signal. Et là, celui que j'ai, c'est... Donc je l'ai mis dans cette pochette là, c'est un peu ma pochette vrac pour les radios. Donc je vous la montrerai juste après. C'est un Uniden. Pareil, il fait VHF, UHF, AM, FM, donc c'est parfait pour radio sonde, bateau, randonneur, tout ce que vous voulez, ça le captera. Et donc voilà, une fois que vous avez votre portatif qui couvre les fréquences sur lesquelles vous voulez travailler, il vous faut également une antenne adaptée, puisque n'importe quelle antenne ne peut pas fonctionner sur n'importe quelle fréquence. Et le but dans notre recherche, ça va être de localiser une direction. Donc une antenne qu'on appelle omnidirectionnelle, comme ça, donc une simple verticale ne sera pas suffisant. Ou alors ça sera très limité au niveau de la direction. Vous pouvez à la rigueur, en collant un peu le portatif ou en mettant vos mains autour, un peu comme un système de parabole. Donc là j'ai celle-là dans la deuxième main, je vais vous montrer. Je vais essayer de pas trop tordre les radions. Donc à la rigueur, en bloquant comme ça autour de l'antenne, vous pouvez la rendre à peu près directif. Vous savez que le signal le plus fort sera forcément de ce côté-là et pas de ce côté-là. Vous pouvez mettre également de l'aluminium. Moi je faisais ça à l'époque avec de l'aluminium si j'avais pas dès que j'ai pas d'antenne directive. Mais le mieux c'est quand même une antenne comme ça, une Yagi. Donc vous avez plusieurs types. Donc j'ai deux Yagi différentes. J'en ai une petite pour tout ce qui va être UHF entre 4 et 800 MHz. Donc ça va être celle-là, mais elle est uniquement en UHF. Et ce que j'ai fait, j'ai un petit peu bidouillé, si on peut dire ça comme ça. Donc celle-là, en fait, c'est une antenne calibrée sur le 243 MHz. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fréquence? Alors c'est également une fréquence de détresse, mais cette fois-ci pour l'armée. Enfin c'est civil-militaire, donc nous ça ne nous intéressera pas. Nous ce qui compte c'est le 121.5. Mais vraiment le gros détail qu'il faut savoir, c'est parce qu'en fait je voulais me faire une antenne Yagi pour la bande VHF, c'est-à-dire entre 100 et 150, 160 MHz. Sauf qu'en fait, plus vous allez descendre en fréquence, plus l'antenne va être grande. Et déjà, celle-là fait à peu près 1m50. Ouais, à peu près, je pense. 1m50. Et en fait, pour une Yagi VHF 150 mégas, je me retrouvais avec quelque chose qui faisait plus de 2 mètres de long. Et c'était juste pas possible. Donc je me suis rabattu sur une antenne un peu plus compacte. En fait, le but, c'était d'avoir une antenne qui couvre à la fois la VHF aéronautique, et l'UHF. Et je me suis dit, en fait, en calibrant, en fabriquant mon antenne et en la calculant pour fonctionner sur du 243 MHz, enfin du 200 mégas, en fait, ce qu'il faut, alors certains vont comprendre, en fait, c'est tout simplement une harmonique. Ce qu'on appelle une harmonique, en fait, c'est, comment dire, une antenne, par exemple, qui fonctionne sur le 400 MHz, va fonctionner également pour le 200, mais également pour le 800. Vous voyez qu'en fait, il y a une histoire de multiples. Puisque les antennes, c'est juste des longueurs d'onde qu'on va calculer et qu'on va pouvoir soit multiplier, soit diviser. Grossièrement, c'est pour vous simplifier le truc. Et donc,
en fabriquant une antenne calibrée pour le 243 MHz, eh ben, si on divise 243 par 2, ça donne 121,5. Et donc, elle est parfaitement calibrée pour le 121,5, pour le 243. Et si on multiplie par 2, ça fait le 486. Bon, c'est un peu au-dessus du PMR 446 et des radiosondes, mais elle est quand même calibrée, elle marche plus ou moins bien sur de l'UHF. Donc voilà, ça me permet d'avoir une antenne relativement compacte et qui couvre une grande, avec on va dire une bande passante quand même assez intéressante. Après, je suis pas là pour avoir une antenne parfaitement calibrée. Mon but, c'est aussi d'avoir de l'atténuation en réception. Au niveau du gain en réception, mon but, c'est d'être à la fois directif, puisque l'antenne va viser dans un endroit particulier et pas ailleurs. C'est-à-dire que si le signal est là-bas ou si le signal est là, je le recevrai beaucoup moins fort que si le signal est parfaitement aligné à mon antenne. Et donc mon but, c'est à la fois d'être directif, mais à la fois d'avoir un effet atténuation. Donc c'est-à-dire que si mon antenne n'est pas très bien calibrée pour les radiosondes ou le PMR 446, ben, à courte portée, en fait, on va le ressentir au niveau du signal, au niveau du bar graphe en bas, puisqu'on va avoir un bar graphe qui va nous donner entre 1 et 10 la force du signal. Et ben, ça va nous permettre à la fois de trouver la direction, mais à la fois d'atténuer le signal pour que même à courte distance, puisqu'il faut savoir que plus on va s'approcher du signal, plus le signal sera fort partout. C'est-à-dire que si vous mettez, comme là, si je transmets avec le portatif à côté, ou même à 50 mètres, et que je tourne à 360 degrés autour de moi, et ben le signal sera quasiment, en fait, il sera à fond tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il va falloir atténuer le signal artificiellement. Donc c'est soit avec une antenne désaccordée, donc à la rigueur on peut même chercher avec une antenne UHF un signal VHF à courte portée, ou l'inverse, un signal VHF, un signal UHF avec une antenne VHF, et ça nous permettra automatiquement, artificiellement, d'avoir, enfin plutôt naturellement, d'avoir une atténuation de gain et donc de signal. Donc c'est pour ça que moi je suis parti vraiment, je me suis arrêté sur le Uniden, donc c'est le UBCD 3600 XLT. Et en fait, le gros avantage, c'est que dessus, j'ai un atténuateur automatique. C'est-à-dire que je peux lui enlever moins 10 dB au niveau du gain en réception. Et donc, moins 10 dB, plus la perte que j'ai dans le câble, plus la perte que j'ai au niveau de l'accordement de l'antenne, et ben j'ai peut-être moins 15, moins 20 dB. Et donc, ça va me permettre d'être beaucoup plus précis au niveau de mes relevés. À courte portée, je parle. C'est pour ça qu'à longue portée, l'antenne est parfaitement accordée sur le 121.5 et le 243. Ça va me permettre d'avoir vraiment puisque ça va être en mer avec les balises de détresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également ce sont des émetteurs qui ont une longue durée de vie, c'est-à-dire qu'une balise en mer, je crois que ça peut émettre jusqu'à une semaine non-stop. Mais par contre, la puissance est très très faible, c'est-à-dire que ça se situe entre 50 et 100 milliwatts. Pour économiser la batterie, pour ne pas faire surchauffer l'appareil, mais également pour qu'à courte portée, en fait, je trouve que c'est la bonne puissance pour qu'à courte portée, enfin pour que le signal soit entendu de loin, mais qu'à courte portée, ça reste quand même relativement précis au niveau du relevé. Parce que si la balise envoie 1, 2, 5 watts, effectivement, c'est bien, on va l'entendre loin, mais à courte portée, sur 5-10 km autour, on n'arrivera pas à identifier précisément la direction. Alors qu'avec un signal très très faible, le moindre centimètre, le moindre degré de décalage va changer tout le relevé et on va trouver précisément l'endroit d'où ça vient. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important également de connaître un petit peu le principe de l'amplification et de l'atténuation en dB, puisque c'est là-dessus qu'on va jouer. C'est pour ça également que j'ai un jeu d'antennes. Comme là, j'ai des petites antennes un peu désaccordées, parce qu'elles sont faites pour fonctionner sur des petites portions. Et donc, je sais que sur le 121.5 ou sur d'autres fréquences comme ça, l'antenne aura un gain négatif, mais vraiment. Et donc, ça va me permettre, comme ça, à courte portée, en tournant sur moi-même, de savoir relativement où est-ce que le signal se situe et est-ce que je m'approche ou est-ce que je m'éloigne. C'est un peu un chaud-froid, si vous voyez. Voilà, c'est un peu... Il faut un peu imaginer ça comme le jeu chaud-froid. Sauf qu'en fait, ça va vous le dire grâce au bar graphe.
Donc après, à vous de trouver les bons outils adaptés aux circonstances. Voilà pour la radio. Et donc après, vous voyez que j'ai d'autres radios encore. Donc la radio que vous avez vue juste avant, c'était la radio de réception. Donc c'est elle qui va me permettre de faire mon relevé. Mais le souci, c'est que si j'ai une seule radio pour communiquer avec les collègues, faire transiter écouter même ce qui se passe aux alentours, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont également engagées sur la recherche de personnes, et que je dois faire en même temps mon relevé sur une seule radio, c'est pas possible, ça va être le bordel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien séparer chaque utilisation et chaque radio. Donc le scanner, je le mets soit là pour qu'il soit beaucoup plus visible, ou alors je l'ai à la main directement. Et vous voyez que les autres radios, donc là j'ai un micro déporté, il est fixé là. La radio elle est là, donc celle-là elle est reliée au micro déporté. Et j'ai une autre radio dans la pochette d'Imatex. Et donc, c'est-à-dire qu'à la fois je peux faire mon relevé avec une radio. Donc l'idée c'est également d'avoir un cordon comme ça. Et moi ce que je fais, j'accroche le cordon sur l'antenne. Donc j'ai juste à tenir l'antenne, effectivement ça fait lourd au bout d'un moment, à bout de bras. Mais ça permet à une main comme ça de pouvoir faire son relevé. À la rigueur on s'aide de son genou, de sa jambe, de son bassin. Et avec la deuxième main, bah on peut soit prendre le téléphone portable, soit parler dans le micro, parler dans cette radio-là, faire une manip, n'importe quoi, prendre une carte, boire un coup. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut aussi avoir un système d'accroche universel. Donc moi je me base que sur du mousqueton. Donc j'ai des mousquetons, je peux les accrocher un peu partout. Donc là je les ai enlevés parce que l'été je les accroche sur la pochette parce que je bosse avec, mais là je les ai retirés. Mais donc l'idée c'est d'avoir des mousquetons un peu partout. Pas non plus en avoir plein, hein, mais et tout sécuriser avec un système de dragon. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose, que vous lâchez votre radio, que vous lâchez votre n'importe quoi, et ben elle tombera pas par terre, elle tombera pas dans l'eau, elle tombera pas dans le vide. Elle sera accrochée et tout votre système sera sécurisé. Pareil pour le GPS, moi j'ai tout accroché comme ça. Donc là j'ai deux radios différentes. Pourquoi est-ce que j'ai deux radios? Parce que celle-là, elle est uniquement UHF. Et le but, ça va être d'en garder une. Enfin, il faut imaginer que pendant une recherche, il peut y avoir à la fois une communication entre les gens qui sont sur place, une autre communication avec un service, une autre communication avec un autre service. Et voilà, en fait, il faut savoir tout dispatcher correctement. Donc, cette radio-là, elle n'a pas de double veille. Donc, elle est uniquement, par exemple, je peux la mettre sur la fréquence de travail en local. Et je sais que, voilà, j'ai ce micro-là qui est que pour le local, que pour parler avec les collègues qui sont à proximité, avec les gens qui veulent m'aider, avec les secouristes, les n'importe quoi. Et j'ai la deuxième radio, celle-là, elle va être bibande. Bibande pourquoi? Parce que si je suis en mer et que j'ai une radio UHF, bah, ça ne marchera pas. Donc l'UHF, ça va me permettre par exemple de rentrer en contact avec le cross, d'écouter ou même juste d'écouter ce qui se passe, voir s'il y a la SNSM d'engager sur l'intervention, sur ce genre de choses. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir une radio avec le minimum double veille. C'est pour ça que moi je pars sur le Woxum KG1 UV9D+, ou le UV9K, parce qu'il a la double veille et vous avez une veille en plus. C'est-à-dire que vous avez la triple veille. Donc vous pouvez à la fois vous mettre en écoute sur, par exemple, le 7.7, ou je sais pas moi, une fréquence autre, hein, un truc tactique, local, j'en sais rien. À la fois sur le 16 pour écouter les messages de détresse et de sécurité, et à la fois sur le canal de dégagement pour écouter les intervenants qui sont en train d'intervenir sur le bateau qui est en train de couler ou sur d'autres choses. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une radio bibande avec au minimum la double veille. Et voilà, puis même si, imaginons, vous cassez une radio, vous en avez une autre au cas où. C'est pour ça que j'ai toujours le VX3 dans la poche. D'ailleurs, je l'ai enlevé. Voilà au niveau des communications radio. Donc là, celle-là, normalement j'ai un micro déporté en plus dessus, parce que ça encore une fois il faut aussi adapter le matériel à nos besoins. Si je parle dedans là, 1, 2, 1, 2, bon là on m'entend bien, mais le souci c'est qu'en fait le micro il est là et il est caché par la pochette, donc il y a des fois où il va falloir mettre un micro déporté, sinon le son sera vraiment trop atténué. Donc cette radio là, pourquoi est-ce que je suis parti sur un Anytone? Parce qu'il est à la fois bibande, Ok, merci de ta réponse. Désolé, je suis en train de faire une démo. Je vais un peu baisser le son. Il est à la fois bibande,
Il fait analogique DMR, donc ça c'est un gros plus si par exemple vous voulez... Si vous voulez par exemple écouter un autre service ou rentrer en contact avec un autre service qui est par exemple sur du numérique, et ça me permet également de me positionner via l'APRS. Donc je l'ai programmé pour que toutes les 2 minutes, il émette automatiquement ma position. Donc c'est-à-dire que si j'ai un souci n'importe quoi, que je me pète une jambe, que je fais un malaise, que je tombe dans un trou n'importe quoi, et ben les collègues peuvent voir avec le positionnement APRS que la dernière fois que je suis rentré en communication, la dernière position à laquelle le paquet s'est envoyé, c'est à telle position. Et donc ils vont pouvoir, encore une fois, voilà, trouver dans la zone dans laquelle je suis. Donc ça, tout ça, c'est des outils, faut vraiment voir la simplicité et l'efficacité de la chose. Il est bibande, il est analogique numérique, il fait la PRS, il a une grosse autonomie, il est vraiment, la batterie est super impressionnante dedans. Donc voilà, ça c'est un appareil fiable, il est solide. Je peux également, comme là, balancer du 5 tons, ce genre de choses. Ça c'est vraiment un appareil fiable qu'on va pouvoir utiliser sur pas mal d'interventions, que même les secours vont pouvoir éventuellement utiliser, puisqu'il a, voilà, il fait analogique numérique, le 5 tons, il décode, il peut ouvrir des relais, etc. Je vais faire une petite pause. Je vais aller me chercher à boire parce que je commence à trop parler. Après, au niveau de la tenue, j'ai forcément la tenue FCF, hein, faut pas non plus abuser. Donc orange bien visible. Mince, où est-ce que j'ai mis la... Ah, je crois que c'est dans le sac à dos qui est, je sais plus où est-ce que j'ai mis le... Ah oui, je suis bête, il est dans mon dos. Donc la tenue FCF, donc haute visibilité. L'avantage, c'est que là, je peux par exemple mettre un bloc-notes, un stylo, quelque chose, une carte, n'importe quoi, un téléphone. Et bien, c'est facilement accessible. En plus de ça, si je cours, il n'y a pas beaucoup de chances que ça tombe. Après le sac, pareil, haute visibilité. Montre, c'est important. Faire un relevé, n'importe quoi, donner une heure précise. Donc, calez-vous sur la vraie heure UTC. C'est important. Un sac à dos. Haute visibilité, toujours avec du MOL. Là, j'ai des systèmes en MOL. Ah oui, je ne vous l'avais pas montré. Donc là, cette pochette-là, c'est vraiment... elle me permet de mettre, par exemple, une autre radio qu'on me donne ou mon récepteur ou ce genre de choses. L'avantage, c'est qu'elle est grande. Elle est grande et elle est facile au niveau de l'utilisation. Bon, comme par hasard, là, c'est bloqué dans le système MOL. Au moins, je suis sûr que ça tombera pas le jour J. Hop, voilà. Donc c'est une toute simple, hein, une Miltech que j'avais acheté dans un magasin chez moi. Vous voyez, c'est tout con. Un scratch, ça se ferme, ça peut s'adapter à différentes tailles. Hop, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est tout simple. Vous avez des élastiques pour mettre par exemple un micro, une batterie, une antenne, n'importe quoi. Il est, voilà, système MOL, vous pouvez également le mettre à la ceinture, vous pouvez le donner à quelqu'un. C'est super simple. Voilà pourquoi moi je suis parti sur cette pochette-là. L'idée, ça serait que plus tard, je puisse me faire une petite plateforme comme ça, déployable, avec le smartphone et l'application Attack ou SIFTAC, pour hop, noter des positions, envoyer des positions à des collègues. Là, sur le côté, je me mets toujours ma trousse ici. C'est voilà, une position qui se fait énormément sur ces pochettes-là, parce que c'est facilement accessible. On fait tac, tac, et c'est bon. On a notre pochette. Dessus, j'ai quoi? Un mousqueton avec un couteau et quelques outils. C'est super important. Ça peut sauver la vie. Le logo pour bien dire que c'est une trousse de premier secours. Donc dedans, on a tout le nécessaire. Donc celle-là, je l'ai tout le temps sur moi. Hein. C'était juste pour la présentation. Un sifflet. C'est le sifflet du gilet normalement. Ça permet de se signaler, de signaler tout simplement. Vous voyez qu'après au niveau de l'accroche, c'est très simple. Tac. Il faut juste s'habituer au système. Ah, fallait que je ferme l'autre en premier. Bon, c'est pas grave. Hop. Et sous le bras, ça va, c'est pas trop gênant. Faut s'y habituer en fait. Et ouais, je l'ai fermé à l'envers. Hop. Et voilà. Et ça me gêne pas. Donc après, sur moi, sur quoi je suis parti. Donc, pantalon treillis parce que c'est plus simple. Il y a des poches partout. Donc, évitez le camo quand même. Hein. Là, je suis en kaki ou je suis en noir. J'ai des grosses poches ici, je peux mettre un petit peu tout et n'importe quoi. À la ceinture, j'ai la radio et j'ai le petit couteau suisse.
simple, efficace, avec les outils qu'il faut dessus. Je le sécurise, encore une fois, avec un mousqueton. Hop, vous voyez que j'ai gardé une bonne petite longueur. Donc, on ne peut pas me le prendre ou quoi que ce soit. Vous voyez que même si je le fais tomber, hop, et ben je peux le récupérer. Il est à bonne longueur, donc c'est une longueur appréciable pour bricoler. Vous voyez que je peux bricoler sans que ça soit tendu. Hop, une pochette simple, pareil, à ouvrir et à fermer, c'est super important, je trouve. Hop, et voilà, personne ne le voit. Après, au niveau du sac à dos, donc, sac haute visibilité. Je suis parti sur celui-là parce qu'il me plaisait bien. Là, je peux mettre tout ce qui est fait personnel, carte, téléphone, carte d'identité, tout ce qu'on veut. Et dedans, pas grand-chose, hein. Tour de cou, ça peut également servir de masque de fortune, on va dire. Un bonnet pour l'hiver. Un bonnet pour l'hiver orange, pareil. Moi, je pars sur du orange, tout le haut orange. Une casquette de chasse, haute visibilité. Donc là, je ne l'ai pas, mais j'ai normalement un espèce de poncho pour les sacs, orange. Important, c'est bien d'avoir un GPS, mais des cartes. Des cartes, il faut les cartes. Faites bien attention de prendre... ouais, c'est celle-là. De prendre les bleus. Les bleus parce qu'elles sont compatibles GPS. Vous voyez que là, compatible GPS. C'est-à-dire que dessus, on va avoir des graduations sur les côtés pour faire des relevés au niveau de latitude, longitude. Ce qu'on n'a pas sur les cartes roses. Et d'ailleurs, moi, je ne comprenais pas parce que j'avais acheté des roses et je ne trouvais pas les graduations. Et parce que ça, c'est des cartes routières. Il y a la petite voiture dessus. Donc les cartes rando sont un peu plus dures à trouver. Mais si vous allez dans une bonne librairie ou un magasin spécialisé, il y a moyen d'avoir la bonne topo. Donc ce que je fais, moi, j'ai une carte et je sais même pas où elle est. Je l'ai pas là. Ça doit être la copine qui l'a. Donc j'ai une carte rando. Donc je crois que c'est 1 15 millième. Non, 1 320 millième. Donc c'est-à-dire que ça va être une carte beaucoup moins détaillée, mais sur laquelle on va voir beaucoup plus de surface. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir deux types de cartes? Enfin, déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une carte? Parce que, alors il est où le GPS là? Bon, je sais pas où il est. Je pense que je l'ai rangé dans une pochette. Je sais pas où il est. Ah oui, c'était pour la démo tout à l'heure, il est dans la caisse. Donc deux cartes différentes. Ah oui, et je parlais du GPS, mais l'Aniton fait également GPS. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre position dessus. Il n'y a pas de carte, hein, mais vous avez la position en latitude et longitude et l'altitude. Donc, la carte IGN, c'est important, parce que moi j'aime travailler sur le papier. Pour faire un relevé, c'est beaucoup plus simple. Vous savez que vous êtes à tel endroit, vous faites un point avec le stylo, vous tirez un trait. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut une règle. C'est pour ça que j'ai l'autre boussole qui est je sais pas où. J'ai montré tout à l'heure, la Géonote. Dessus, en fait, j'ai une petite règle. Donc, ça me permet comme ça de noter la direction. Donc, deux cartes différentes. Une carte de la région et une carte de votre secteur. Ou du secteur concerné. C'est-à-dire que là, j'ai Montpellier, parce que je suis dans le secteur de Montpellier. Et j'ai Saint-Guilhem-le-Désert, parce que je vais régulièrement à Saint-Guilhem-le-Désert. Et donc, voilà, c'était des zones qui m'intéressaient. Pour le reste, après, vous voyez que là, j'ai par exemple... tout ce qui va être alors, Luchon, ouais, tout ça c'est Pyrénées, Bigorre. Ça c'est des zones sur lesquelles on peut éventuellement intervenir, sur lesquelles il y a déjà des veilleurs, donc je me suis acheté des cartes. Donc là j'en ai une, c'est tout ce qui est Pyrénées-Orientales. Vous voyez que ça c'est la carte pour toutes les Pyrénées-Orientales, et j'ai et donc au 1 150 millième, et là j'ai les cartes vraiment détaillées du coin. Donc là, c'est 1 50 millième. Donc c'est-à-dire que là, 1 cm, c'est 500 mètres en vrai. Donc 1 cm sur la carte, 500 mètres en vrai. Sur celle-là, c'est 1 cm, 1,5 km. Vous voyez que là, on passe du simple au triple. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir plusieurs types de cartes différentes. Routières et rando et cartes de rando, c'est important. Parce que si vous devez y aller en voiture, les sentiers de rando, vous vous en foutez en fait. Il vous faut les routes. Et puis parce que j'ai pas non plus confiance à 100% dans les appareils. C'est-à-dire que bon, le GPS il marche, mais peut-être qu'il n'y a plus de batterie, peut-être que je vais le faire tomber. Alors qu'une carte, bon, je peux la faire tomber
tout ce qu'on veut, la carte fonctionnera. Après, dans le sac, une bouteille d'eau, de quoi grignoter. Donc là, j'avais les chips. Et puis voilà, quoi. C'est bon, vous êtes paré à faire une recherche de radiosonde ou de randonneurs perdus. Et puis, ouais, c'est tout. Après, des bonnes chaussures de rando, ça c'est important. Je ne vais pas vous les montrer, mais vous connaissez les chaussures de rando. Et puis voilà. Donc, je ferai d'autres vidéos où je vous présenterai différentes d'autres matériels que j'ai selon les circonstances. Et comprendre comment est-ce que moi je m'équipe. Allez, bonne journée à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre, à participer, à mettre les commentaires, etc., etc. Bonne journée, ciao. Ah oui, et dernière chose que je voulais vous montrer, mince, j'ai complètement oublié.